l'élection aura lieu. Mais vous voyez un changement par rapport à la situation d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui apparaît très simplement, mais c'est qu'ils savent de faire voilà au pouvoir des Yadema fort Nyasingbe. Puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler en réalité. C'est vrai, Yadema, c'est pas un Nyasingbe. Bon, donc on va pas faire une histoire autour de... Oui, mais Allah, précisément, je vous dis, cette politique-là est une politique d'accompagnement du régime. Nous avons une opposition à sa majesté. Et ils savent très bien que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, mais la caravane passe et passera. Mais vous êtes singulier, hein, sinon singulier au niveau de l'opposition. Ah mais c'est vrai parce que ce discours, il n'y a que vous qui le tenez. Mais nous sommes les seuls à le dire. Malheureusement, nous sommes les seuls à dire la vérité. Et je remarque que, pour ma part, mais tout ça c'est bien payé, hein. Et il y a la plupart des acteurs politiques, aussi bien ceux qui sont à l'Assemblée que ceux qui sont en dehors de l'Assemblée, parce qu'on trouve toujours des moyens pour mettre tout le monde à l'aise financièrement parlant. Tout le monde y trouve son compte, mais pas le peuple togolais, qui lui souffre. Et ça, c'est ce qui est ce qu'il y a de plus révoltant dans la situation togolaise. C'est-à-dire que l'exercice de la politique au Togo est devenu littéralement un fonds de commerce. Sur la base de la misère du peuple togolais, de ses souffrances, de sa ruine, de sa morbidité, de tout ce que vous voulez. Pourquoi vous doutez, n'est-ce pas, de l'honnêteté de vos pères de l'opposition aujourd'hui? Prenez les faits les actes qui sont... Ce qui nous montre, c'est du cinéma depuis le début. Mais il y a beaucoup de cinéma dans tout ce qui se fait. Vous vous en rendez pas compte? Mais sinon, comment pouvez-vous dire... pendant plusieurs mois, sans réforme, pas d'élection. Et puis subitement, vous changez d'avis et vous dites, avec ou sans réforme, on est sur un terrain politique et les positions, vous le savez. Oui, mais je suis désolé, mais ça peut évoluer. Oui, non, mais ça, c'est pas de la politique, c'est de la compromission. Je veux dire, comment vous pouvez, comment dire ça exactement? Vous faire croire par un peuple. Comment pouvez-vous penser que les gens puissent vous suivre lorsque du jour au lendemain vous passez d'une position à celle qui est diamétralement opposée à celle-là? Et vous vous rendez compte que la conséquence, mais inéluctable de ce type de retournement de situation, c'est quoi? Mais c'est affaire du parti des abstentionnistes, le premier parti du Togo. Le peuple n'y retrouve pas son compte. Les abstentionnistes sont pas plus nombreux que ceux qui ont voté. Hein. Ah non, ils sont plus nombreux. Regardez bien, pendant l'élection présidentielle de 2015, les premiers résultats qui ont été donnés par la CENI indiquaient qu'on était à plus de 50% de boycott. Et ça correspond à la réalité de tout ce que tout le monde a vu. Et tout le monde sait que les chiffres... C'est un peu le même chiffre. Oui, tout le monde a vu cette pantalonnade, ce triste spectacle qui s'est développé sur les écrans de la télévision nationale, où vous aviez un Tafa Tabiou qui prenait des chiffres, les lisait, disait « Ah, je me suis trompé, c'est pas ça ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres ont été tripatouillés dans tous les sens et lui-même ne se retrouvait plus dans ses papiers. La honte que ça a fait pour notre pays au niveau international, mais est quelque chose qui a frappé toutes les mémoires et indigné tous les Togolais. Alors aujourd'hui, depuis, on n'entend plus personne de l'opposition faire la demande qu'on avait entendu parler à la veille du scrutin présidentiel 2015, c'est-à-dire les réformes. Et même vous, au niveau du parti des travailleurs, vous êtes presque à faune sur le sujet. Bien, je vais vous dire une chose aujourd'hui, et que cela soit très très clair. Faire campagne aujourd'hui pour les réformes dans la situation togolaise, oui, c'est faire campagne pour le maintien de Faure Gnassingbé. Je prends mes responsabilités, je l'explique. Allez-y. Ouais. Je prends l'hypothèse la plus extrême. À supposer que, les pressions sont faites et aboutissent dans un mois, dans quelques semaines, à ce que se tienne effectivement un dialogue sur les réformes. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ce dialogue, pour arriver à se conclure, doit s'établir nécessairement sur un consensus. Mais comment peut-on arriver à faire un consensus avec un régime dictatorial qui est là depuis au moins 53 ans, pour ne pas dire 50 au minimum, et qui démontre tous les jours que Dieu fait qu'il n'a aucune envie de quitter le pouvoir? Donc moi je dis,
Impossible consensus. Oui. D'aller à la réforme, c'est fait citer pour le pouvoir de Fornier. C'est œuvre. J'explique les termes. La première chose, c'est ça. Impossible consensus avec ce régime-là. Deuxièmement, deuxième facteur, à supposer que, par extraordinaire, on arrive au final à un accord. On toilette les textes, etc. On se met d'accord sur un processus électoral. Vous pensez que on va bousculer le calendrier et faire en sorte que les choses se fassent dans la précipitation, c'est-à-dire que au lieu de faire une nouvelle élection présidentielle en 2020, on décide de la faire en 2017? Pourquoi pas? Mais je ne pense pas que ça pourra se passer. Je ne pense pas. Parce qu'à partir du moment où il y a eu validation de la mascarade électorale de présidentielle de 2015, tout ce qui se dessine, c'est 2020. Première chose. Deuxième chose. Oui, permettez, à part vous, véritablement, au lendemain du scrutin en 2015, les partis politiques n'ont pas contesté ce résultat. Mais c'est justement ça que je dis. C'est justement pour ça que je dis que lorsqu'ils n'ont pas contesté, ils sont d'accord sur le fait que la prochaine échéance pour eux, c'est 2020. Et donc, pour moi, entre les deux termes, il n'y aura pas de remise en cause de ce calendrier-là. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, si ma mémoire est bonne, nous sommes là en 2016, l'année prochaine 2017, une nouvelle élection ou de nouvelles élections législatives seraient appelées à se tenir en 2018. Vous pensez sincèrement que le RPT Unir va accepter de bouleverser le calendrier électoral pour organiser des élections législatives anticipées dans la situation dans laquelle nous sommes? Si les choses se continuent, se poursuivent telles qu'elles sont en train de se poursuivre, je ne pense pas. Par extraordinaire, sur le troisième processus électoral qui ne s'est jamais tenu depuis quasiment 30 ans maintenant, à savoir les élections locales. Eh bien, si, par extraordinaire, cette discussion-là aboutit à ce qu'on tienne les élections locales, maintenant, vous pensez que sérieusement, le régime uni RPT va faire en sorte qu'il y ait à ces élections pour les perdre? Comme toutes celles que nous avons vues? Lorsqu'on sait que c'est le contrôle des municipalités qui lui permet d'avoir mainmise sur les institutions du pays, sur les mannes, la manne financière du pays, parce que les municipalités, somme toute, elles gèrent mais des masses extrêmement impressionnantes d'argent. Et vous pensez que tout ça, là, ça va se faire? Je ne le pense pas. Donc, tout ceci pour dire que, même si par extraordinaire, le régime acceptait, pour moi, rien ne changerait dans la situation politique du Togo avant 2020. Puisque, pour l'essentiel, vu le type d'institution que nous sommes, qui ont dit que ce sont des élections semi-présidentielles, mais en fait, c'est un système présidentiel qui ne dit pas son nom. Pour moi, les jeux sont faits, les choses sont pliées pour 4 ans. Et donc, dire que... Les réformes, on en parle plus. Non, attendez. Non, c'est pas ça. Donc, dire qu'on se bat pour les réformes, dire qu'on se bat pour réformer un régime qui n'est pas réformable, qui n'est pas amendable. C'est-à-dire que pour nous, on ne peut ni réformer, ni amender ces institutions du régime RPT Unir. Et donc, la seule chose qui reste à faire, c'est à les faire disparaître. Non. Mais pourquoi c'est vos langages habituellement? Non, moi je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit. D'accord, très bien. jamais. Ça veut dire quoi? Les faire disparaître. Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina? Ah, le soulèvement populaire. Absolument. Vous croyez ça ici au Togo? Mais c'est dans notre constitution. C'est ce que dit l'article 150. Lorsque vous avez un régime, mais qui est un régime qui est attentatoire à la liberté d'un peuple, mais c'est le droit le plus sacré des droits et le plus sacré des devoirs pour le peuple, mais de se lever pour rétablir ses droits. Ce droit nous est garanti par la Constitution, vous savez. Et donc, mais pourquoi renoncer à exercer un droit constitutionnel lorsque nous en avons la capacité? Et en quoi le fait de dire et de poser ce débat le plus ouvertement, le plus clairement possible, est-il un crime? De quoi? Je ne vois pas. C'est dans la Constitution. Donc, appliquons la Constitution. Est-ce que c'est pas une démission, en fait, démission de quoi? Parti politique. Parce qu'en réalité, vous êtes sur le terrain, vous devrez opérer l'alternance que vous chantez depuis des années. Si vous n'êtes pas arrivé à votre fin, et aujourd'hui vous comptez uniquement que sur le peuple pour faire des renversements,
ça veut dire que vous avez échoué. Non, mais écoutez, je vais vous dire quelque chose de très simple. Que Non, attendez, non, dans acte de faiblesse. Non, les partis politiques. Non, je vous explique quelque chose. Le débat que nous avons là n'est pas un débat togolais. Hein. Allez dans toute l'Afrique, surtout ceux qui sont des pays qui ont été sous la domination coloniale française, mais c'est exactement la même situation. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez un rapport de domination, particulièrement de l'impérialisme français sur ces anciennes colonies, mais qui impose des institutions héritées de la Ve République française, où à chaque fois c'est le coup d'État permanent du pouvoir en place. C'est De Gaulle qui avait initié ce type de processus. Et ça a été repris par tous les chefs de la Ve République, aussi bien de droite que de gauche. Et Hollande, qui est au pouvoir actuellement, fait exactement la même chose. Peut-être demain, s'il n'arrive pas à poser sa candidature parce qu'il a d'autres soucis et d'autres problèmes actuellement, au moment où j'apprends que son Premier ministre, Manuel Valls, va venir au Togo, mais il vient au Togo pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à foutre ici? Si ce n'est parce qu'ils estiment, au niveau de leur establishment politique, tout bord confondu comme droite comme gauche, que tout ce qui se passe au Togo doit être contrôlé par eux dans le moindre détail. Mais c'est ça. Il ne devrait pas. Mais il ne devrait pas parce que nous sommes un pays souverain et nous avons arraché notre indépendance, sauf que elle a été assassinée le 13 janvier 1963, comme vous savez, et depuis le 13 janvier 1963, mais le Togo est redevenu une sorte de colonie ou de néocolonie. On parle de néocolonie, mais là c'est encore beaucoup plus grave que cela, de l'État français qui impose la même chose dans tous les pays d'Afrique. Donc l'échec dont vous parliez tout à l'heure, mais discutons-en de manière globale. Comment se fait-il précisément que dans tous les pays qui sont sous le giron de l'impérialisme français, je nomme les choses, j'appelle les choses par leur nom, mais c'est toujours les mêmes pratiques qui se passent. Et si ce sont les mêmes pratiques, vous devez vous rendre compte qu'il s'agit d'une politique générale. Et lorsque ça ne marche pas par des pressions politiques, des pressions diplomatiques, ou ces pressions qu'on fait passer par des cercles secrets, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, que des gens ne savent pas, eh bien, on fait recours à la force armée. On fomente des rébellions, Boko Haram par-ci, je ne sais trop quoi par-là, les Moujao par-là, etc. et tout ça, et on disloque le continent de l'intérieur. Et le tout, au final, pourquoi? C'est la question des matières premières, celle de leur pillage. Oui, revenons sur le cas précis du Togo. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous ne croyez pas aux réformes. Vous dites que le pouvoir de Faure Gnassingbé n'est pas réformable. Ni amendable. Oui. Alors, vous préconisez un renversement de la situation parce que ce qu'on a vu au Burkina, par exemple. Article 150 de la Constitution togolaise. Mais écoutez, il y a des voies légales pour arriver au pouvoir, par exemple. Il y a des voies légales pour pouvoir changer les institutions de la République. Monsieur Eric Gactor, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez faire lorsque vous avez affaire à un régime qui utilise des fraudes systématiques pour se maintenir au pouvoir? Si vous, au niveau des partis politiques de l'opposition, vous n'êtes pas arrivé à arrêter cela, ça veut dire que c'est un échec à votre niveau. Non, je ne peux pas accepter que vous disiez ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2005? Si, on était là. Vous avez vu tous les massacres qu'il y a eu? Et avant, vous avez vu le nombre de morts? Je ne peux pas permettre qu'on dise. Donc, politiquement. Attendez, je ne peux pas permettre. Attendez. Non. C'est pas possible. Ce n'est pas que politiquement, ce n'est pas possible. Je dis que pour la mémoire de tous ceux qui ont versé leur sang dans des processus électoraux où ils sont fait massacrer, on ne peut pas dire que politiquement nous avons échoué. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas admissible. On ne peut pas le dire. Donc, politiquement, rien n'est possible. Ce n'est pas que ce n'est pas possible. C'est que on a tout essayé. Regardez ce qui vient de se passer au Gabon, bon sang. Tout un peuple s'est levé, a voulu un scrutin, a eu des illusions en croyant des responsables de tous bords, etc. et tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré sur des gens. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a le procès de Gbagbo actuellement. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous avez vu à la télévision ce qui s'est passé? C'est ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique. On va voir ça et puis on va nous dire c'est parce que nous avons échoué. Nous ne sommes pas à armes égales. L'opposition a eu une armée. Si on veut que l'opposition se dote d'une armée et qu'il y ait confrontation à armes égales, alors là, on pourra dire oui, vous n'avez pas su sur le terrain. Ça, hein. Attendez. Vous n'êtes pas militant de ça. Non, je ne suis pas militant de ça. Là, on peut dire, oui, vous n'avez pas été du point de vue stratégique, vous n'avez pas eu les meilleurs généraux. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons affaire à des régimes qui utilisent tout, qui utilisent la force armée, qui utilisent les moyens financiers de l'État pour corrompre. Et vous savez comment cela se passe.
la distribution des 2000 francs, etc. aux citoyens, qu'on a affamés pendant des dizaines et des dizaines d'années, des gens qui n'ont rien à manger. On leur donne 2000 francs en leur disant, voilà, vous apportez votre carte d'électeur, vous allez voter, vous revenez prendre le reste. C'est comme ça que ces processus électoraux se passent. D'accord. Et vous voulez dire à partir de là que tous ceux qui ont eu l'illusion, qui ont cru que par ces processus on pouvait arriver à quelque chose, mais ont été roulés, mais proprement dans la farine. Ici au Togo, au Congo démocratique, au Gabon, et je ne sais trop où encore. Claude Amegavi, tout à l'heure, quand nous demanderons aux auditeurs de parler, vous comprendrez qu'ils sont déçus des politiques togolais. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça finalement? Mais ils ont raison d'être déçus des politiques togolais. Parce que la plupart du temps, les politiques togolais sont devenus des collabos. Oui, mais s'ils sont déçus, c'est parce que ils considèrent que les politiques, en réalité, ont échoué. Non, c'est pas... que vous voulez pas reconnaître. Non, la question n'est pas là. La question, elle est quoi? La question est que leur mouvement a été trahi. Ce n'est pas la même chose. Ah oui? Oui, absolument. Ce n'est pas la même chose. Le peuple, lui, avait la bonne volonté. Vous savez combien de fois le peuple togolais n'était à 2 doigts d'obtenir le départ des Yadema? Vous savez ce qui s'est passé à chaque fois? Ce sont les opposants qui ont été lui dire de ne pas partir. Même fort en 2005, il voulait prendre ses clics et ses claques et partir. Ce sont des opposants qui ont été lui dire de ne pas partir, qui vont lui sauver la mise. Ah oui? Et c'est ce qui s'est passé. Oui, 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 3 fois oui, c'est ce qui s'est passé. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la situation dans laquelle nous vivons au Togo, ça. Alors il faut arrêter un peu. Et il faut appeler les choses par leur nom. Un chat par un chat. Tous ces responsables, là, c'est de la trahison qu'ils ont fait. Disons-le clairement et ouvertement. C'est comme ça. On vous trahit tout le temps. Ça fait 25 ans, 26 ans. Oui, oui, mais c'est... Et maintenant, c'est... Vous n'avez pas d'autre alternative. Ça veut dire que... Mais maintenant, c'est au peuple togolais de le comprendre et de prendre ses responsabilités. Vous savez, au Burkina, ça a duré... On ne demande pas trop au peuple togolais. Au Burkina, ça a duré... Attendez, Monsieur Eric Gator. Monsieur Eric Gator. On a encore 1 minute avant la pause. D'accord. Monsieur Eric Gator. Au Togo, la situation togolaise, elle est ce qu'elle est. Elle est le résultat d'une histoire, de l'histoire de toute une série de démissions, de l'histoire d'un renouvellement de générations et autres, mais elle n'est en aucun cas comparable à celle du Burkina Faso. Mais je ferai observer de même que depuis l'assassinat de Sankara, jusqu'à ce qu'on obtienne le renversement de Blaise Compaoré, bon, vous avez compté le nombre d'années que ça fait? 87 jusqu'à 2014? 2014, oui. 24 ans? Bon, alors, on se plaint de quoi par rapport au Togo? Mais oui, les processus, ils sont longs. Et pour revenir au Togo, je vais vous expliquer une chose. Dans la situation du Togo, il y a eu 3 générations de capitulations successives. Pour vous donner juste